Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Made in Africa, votre magazine économique 100% africain. Ce numéro sera consacré au secteur minier, un secteur longtemps sous-exploité en Côte d'Ivoire au profit de l'agriculture, notamment du cacao. Mais un secteur qui connaît depuis 2010 un véritable boom et pour cause. Nickel, manganèse, or, les sous-sols ivoiriens regorgent de précieux minerais. En 2021, le secteur minier réalise un chiffre d'affaires de 1112 milliards de francs CFA, soit une progression de près de 50% en seulement 3 ans, 582 milliards en 2018. Et c'est bien l'or qui cristallise les attentions et qui pourrait doper la croissance du secteur minier. Sa production a atteint 41,8 tonnes en 2021, soit une hausse de 7,6% par rapport à 2020. Le pays ambitionne de porter la production d'or à 65 tonnes d'ici 2025. Et au sommaire ce soir, enquête sur l'industrie aurifère en Côte d'Ivoire, un secteur en plein essor. De nombreuses entreprises se lancent dans l'exploitation des sous-sols ivoiriens. Mines industrielles, mines semi-industrielles et mines artisanales, toutes ambitionnent d'exploiter le précieux minerai. Encore faut-il au préalable trouver la ressource et obtenir un permis. Vous allez voir que ce n'est pas chose aisée. Puis nous vous emmènerons en immersion au cœur d'une mine industrielle dans le complexe minier de Bonikro-Iré. Une multinationale a accepté de nous ouvrir ses portes. Extraction du minerai dans d'immenses fosses, transformation du minerai, relations parfois tendues avec les communautés environnantes, mais aussi gestion de l'impact environnemental. Vous allez voir que les défis sont nombreux. C'est une véritable fièvre qui s'est emparée du pays, la fièvre de l'or. En 10 ans, sa production n'a cessé d'augmenter pour s'établir aujourd'hui à 41,8 tonnes. Les mines industrielles en exploitation sont au nombre de 6. Tongon, du britannique Rangold, Sissingué Yaouré de l'australien Perseus Mining, Agbaou, le complexe minier de Bonikro-Iré de l'australien Allied Gold, le complexe minier de Ity du canado-britannique Endeavour Mining. 3 autres mines sont actuellement en construction. Séguéla, Dabakala et Daloa. Le pays compte également de nombreuses mines semi-industrielles et artisanales. Mais avant d'exploiter l'or, il faut parfois le chercher longtemps. La fièvre de l'or, un reportage de Yao Sansan et Gisela Mendonça. Nous sommes à 300 km d'Abidjan, dans la localité de Bozi, à Boisflé. Dans cette forêt épaisse, ces explorateurs sont à la recherche d'une matière précieuse et pas n'importe laquelle. Nous ne faisons pas de plantation, nous cherchons de l'or. Et c'est le début, c'est les premières techniques de travaux de prospection. L'ouverture des lignes, c'est les voies d'accès, c'est comme si c'était des voies d'accès. Et c'est sur ces lignes-là qu'on va prendre des échantillons. Ils sont employés de la Société pour le développement minier de la Côte d'Ivoire, la SODEMI. Régulièrement, ils se rendent sur le terrain. Leur mission, détecter les zones riches en minerais, creuser, recueillir des échantillons et trouver de l'or. Ça n'a l'air de rien, mais c'est grâce à de simples prospections comme celle-ci que peuvent naître les gisements miniers. Or, nickel, bauxite, manganèse. Le sous-sol ivoirien est riche en ressources. Et le secteur minier en plein essor. En 2021, son chiffre d'affaires bondit à 1112 milliards de francs CFA, contribuant ainsi à 5% du PIB. Parmi tous ces minerais, c'est bien l'or qui cristallise les attentions. L'exploitation de l'or représente à elle seule plus de 80% des recettes du secteur, avec une production de 41,8 tonnes en 2021. Une fièvre de l'or s'est emparée du pays. Et les chercheurs d'or sont de plus en plus nombreux. À ce jour, le précieux métal jaune représente 90% des permis de recherche sollicités par les entreprises minières en Côte d'Ivoire. Nous retrouvons les employés de la SODEMI. Cette entreprise publique explore le territoire ivoirien depuis 1962. Assez longtemps pour avoir cartographié quasiment tout le sous-sol minier de la Côte d'Ivoire. Alors quand elle prospecte une zone, ce n'est jamais par hasard. Vous voyez cette carte-là, vous voyez le cours d'eau, le Bandama est ici. Le Bandama est là. Et vous voyez ici, il y a la Maraoué. Pourquoi c'est ici qu'on a positionné la zone et non ici? C'est parce que ici, c'est ce qu'on appelle un méandre et c'est la rive converse qui est là.
C'est-à-dire que c'est là que se dépose tout ce que la rivière va charrier. C'est les zones de dépôt par excellence. Donc, il est clair que c'est dans ces endroits-là qu'il faut aller chercher et non ailleurs. Sur ces sentiers, boussole à la main, le géologue se fraye un chemin, fait planter des piquets et creuser des trous. On est quoi? Ça avance? Puis, notre géologue inspecte les pierres et laisse parler son savoir-faire. Je regarde l'argile qui est dans ma main et dans la matrice de l'argile, je constate qu'il y a des fragments de quartz qui sont piégés. Cela augure de bons indicateurs pour la présence d'or. Problème, ces observations ne suffisent pas à confirmer la présence d'or sur ce site. Alors il collecte des échantillons pour une analyse plus poussée en laboratoire. Oui, il arrive souvent que dans ces genres d'exploration, on ne trouve rien. Ça, c'est le propre de l'exploration. D'ailleurs, près de 90% des projets d'exploration échouent. Ou bien on peut trouver quelque chose, mais ce n'est pas à la dimension qu'on veut, c'est-à-dire que ce n'est pas exploitable. Parfois, les projets d'exploration peuvent durer des dizaines d'années. Tout ceci, bien sûr, génère des coûts importants. Il faut compter 10 millions de francs CFA pour explorer une superficie de 25 hectares, l'équivalent d'une mine artisanale. 500 millions de francs CFA pour une mine semi-industrielle de 100 hectares maximum. Et des milliards de francs CFA pour une mine industrielle de 150 hectares. Malgré ces coûts, les entreprises minières, qu'elles soient africaines ou internationales, multiplient ces dernières années les explorations dans le sous-sol ivoirien. Aujourd'hui, 6 mines d'or industrielles sont en exploitation. Tongon du britannique Randgold, Sissingué et Yaouré de l'australien Perseus Mining, Agbaou, le complexe minier de Bonikro-Iré de l'australien Allied Gold, le complexe minier de Ity qui comprend les mines d'Ity, d'Apleux et Floleux du canadien Endeavour Mining. 3 autres mines d'or sont en construction à Séguéla, d'Abakala et d'Aloa. C'est à Abidjan qu'est basé le siège de la SODEMI. Ces travaux sur le terrain constituent une base de données importante pour les compagnies qui viennent prospecter. Les échantillons de pierres récoltés sont analysés en laboratoire. Objectif, définir la teneur en minéraux, c'est-à-dire la quantité de matières précieuses à l'intérieur. Les échantillons sont placés à une température de 104 degrés pendant 24 heures, puis broyés pour être réduits en poudre. La SODEMI analyse en moyenne 5300 échantillons par an, moyennant 12 000 francs l'échantillon. Ses principaux clients, des entreprises minières à la recherche de gisements d'or, de diamants ou encore de manganèse. Sans labo, il ne peut y avoir des découvertes. La structure où le géologue se jette sur le territoire, il n'a aucune visibilité. Il n'a que des indices. Mais il faut prouver que ces indices montrent que l'élément qu'il cherche est là ou non. Les échantillons sont ensuite chauffés à plus de 1000 degrés. Ce processus permet d'extraire les métaux précieux. En fonction de la teneur en or prélevée, le géologue peut décider si oui ou non il y a lieu de lancer une exploitation minière dans la zone. À partir de ces analyses, à l'écran déjà on peut voir un peu les valeurs, les teneurs de ces échantillons en or. Nous prenons par exemple la première ligne, l'échantillon 1, et nous avons 0,03 g par tonne. Lorsqu'une compagnie minière veut exploiter un périmètre, elle doit au préalable obtenir un permis. Un dossier est déposé au cadastre minier qui évalue la superficie. Cette demande est ensuite transmise à la Direction générale du développement minier pour une étude de faisabilité. Puis elle part en Conseil des ministres. Une étude d'impact environnemental est ensuite réalisée. Enfin, le projet est présenté aux populations riveraines. Une fois le permis obtenu, l'entreprise devra payer une redevance à l'État afin de pouvoir exploiter cette mine pour une durée de 20 ans, soit 250 000 francs par kilomètre carré. À quoi s'ajoute une taxe minière indexée sur le chiffre d'affaires imposable de l'entreprise,
soit entre 3 et 6%. Fin 2020, les recettes fiscales générées par l'exploitation minière s'élevaient à 140,5 milliards de francs CFA. Outre les mines industrielles, de nombreuses mines semi-industrielles et artisanales existent sur le territoire ivoirien. Direction d'Abakala, au centre de la Côte d'Ivoire. Il faut rouler pendant 7 heures et emprunter 100 km de piste depuis Abidjan pour arriver sur ce site, une mine d'or artisanale. Yemoussa gère cette mine au sein d'une coopérative. Ancien ferronnier et ex-combattant des forces nouvelles, il a délogé des orpailleurs clandestins qui sévissaient ici, il y a encore quelques années. Depuis 2016, on est ici et ça nous donne toujours de l'or. Donc c'est pourquoi on est toujours concentré sur cette zone-là. Et puis la roche est riche, mais c'est vraiment difficile à casser. Quand tu regardes des cailloux comme ça, tu dois enlever ça d'abord avant d'atteindre le minerai. C'est très pénible. Ici, tout se fait avec les moyens du bord. Éclairé d'une simple lampe électrique fixée de manière rudimentaire, cet orpailleur s'enfonce à plusieurs mètres de profondeur dans les entrailles de la terre. Il espère recueillir des pierres minéralisées qui contiennent de l'or. Officiellement, le code minier lui interdit de creuser à plus de 15 mètres de profondeur. Il peut récolter jusqu'à 50 à 60 grammes d'or par mois. Le travail de l'or, ça demande beaucoup de chance. Il y a la science, c'est vrai, mais c'est un peu, moi je me dis, c'est un peu mystique. Il faut faire beaucoup de sacrifices, il faut croire en Dieu, et puis bon, voilà. C'est le mysticisme qui guide ces chercheurs d'or. Ils n'hésitent pas à s'en remettre aux dieux et aux marabouts. Les pierres recueillies par l'orpailleur sont acheminées sur le site d'extraction, situé à quelques centaines de mètres à peine. Bonjour madame, ça va? Un paysage de poussière où près de 400 personnes travaillent à l'extraction de l'or. Exposés aux fumées, ces orpailleurs manipulent à même la main, sans protection, des produits chimiques. Malgré la précarité des conditions de travail, cette exploitation est bien légale. Pour pouvoir créer cette mine artisanale, nous avons d'abord monté une coopérative. Quand on a monté la coopérative, on est allé voir la direction des mines. Ils sont venus sur le terrain, venus voir la réalité du terrain. Ils sont venus prendre les coordonnées GPS pour regarder si on n'est pas dans un domaine privé ou bien dans une forêt classée. Et ils ont envoyé les documents pour voir si vraiment on est en collaboration avec les villageois. Ils ont vu qu'il y a une entente. C'est de leur propre volonté qu'ils veulent qu'on exploite cette mine-là. Donc après tout ce dossier-là, on a payé le droit fixe au cadastre. Pour une mine artisanale, ça fait 500 000, je crois. Les pierres sont cassées avec des marteaux, broyées, lavées. Puis les orpailleurs utilisent des produits tels que le cyanure et le mercure afin de séparer l'or des autres roches. Le tout est tamisé pour recueillir le précieux minerai sous le regard vigilant du personnel de sécurité de la mine. Ouais, petit, ça va? Oui, ça va. Ce jour-là, Souleymane, ouvrier, vient s'enquérir du poids de l'or qu'il a récolté. L'or est chauffé pour retirer les résidus, puis place à la pesée. Bien, il faut nettoyer. Il faut regarder, il faut nettoyer. Il y a un peu de saleté dedans. 7 grammes d'or, le fruit de 3 jours de travail. Acheté 16 000 francs le gramme par la coopérative, Souleymane reçoit 105 000 francs CFA. Nous, on paye ici, au comptoir, à 16 000 francs. Parce que c'est un site légal. On a des charges. Donc, tout ce système-là, ça nous oblige à payer à 16 000 francs. Quand tu regardes aujourd'hui le coût mondial, qui balance souvent. Souvent, le prix monte, souvent ça descend. Aujourd'hui, par exemple, si je me rappelle bien, on était à 28 et quelques mille francs le gramme. Aujourd'hui, sur le site ici, nos différents travailleurs, nos agents qui travaillent sur les sites, ils ont 51% des revenus qu'on gagne. Souleymane l'orpailleur est obligé de vendre son or ici. C'est à cette condition qu'il est autorisé à travailler sur la mine.
La coopérative revendra l'or à des bijoutiers et des particuliers. Le gérant envisage de produire plus, mais pour cela, il lui faut passer du statut de mine artisanale à celui de mine semi-industrielle. Aujourd'hui, on est au minimum à 1 à 2 kilos au minimum par mois. Ça, c'est le minimum. Ça, c'est le minimum. Et le maximum? Le maximum, on va jusqu'à 4, quand ça donne bien. Mais nous, on souhaiterait aller en semi-industriel. Parce qu'au niveau où on est arrivé là, les trous que nous avons laissés, vraiment, il y a encore de l'eau dedans. Mais on ne peut pas dépasser, puisqu'on a toujours des gens pour contrôler la profondeur de notre trou. Donc on ne peut pas aller au-delà de 15 mètres. Donc on est obligé de laisser les trous là. Mais on a l'intention, on a commencé les dossiers pour faire ça en semi-industriel, pour pouvoir gagner mieux. Aujourd'hui, lorsque cette mine artisanale produit 4 kilos d'or par mois, avec un cours à 28 000 francs le gramme, la coopérative empoche 112 millions de francs CFA. Des revenus réinvestis en partie dans les infrastructures du village, comme cette mosquée flambant neuve, ou encore cette école, visitée ce jour-là par le gérant de la mine. On est venu juste vous saluer, pour voir comment ça va à l'école. Ça va, non? Vous aimez l'école? Elle accueille 180 élèves. Avant, ils devaient marcher 7 km pour rejoindre l'école la plus proche. Un périple qui n'est plus qu'un lointain souvenir pour ces écoliers, depuis que la coopérative a bâti cet établissement, moyennant 20 millions de francs CFA. Et pour débattre ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Laetitia Gadegbekou, directrice pays chez Endeavour, vice-présidente du GPMCI, Zachary Bamba, président du groupement des petites mines, et Lanciné Bakayoko, journaliste et chef du service économie chez RTI1. Madame, messieurs, bonsoir. Merci d'être dans Made in Africa ce soir. Laetitia Gadegbekou, première question pour vous. 41,8 tonnes d'or produit en 2021. C'est déjà 2 fois de ce qu'on produisait il y a 3 ans. Aujourd'hui, il y a une augmentation de la production. Comment ça s'explique ? Ça s'explique par le fait qu'il y a plus d'acteurs qui vont exploiter de l'or. Il y a un nombre beaucoup plus grand d'entreprises minières qui se sont installées et qui exploitent le minerai. Et il y a aussi, c'est aussi dû à l'attractivité du code minier, parce que le code minier ivoirien a reçu un prix il y a quelques années de cela comme étant un des codes les plus attractifs. Donc il est clair que ce code-là a permis d'attirer de plus en plus un plus grand nombre d'investisseurs miniers en Côte d'Ivoire et c'est tout ça qui a permis de pouvoir augmenter la production d'or ivoirienne. Zachary Bamba, est-ce que vous confirmez qu'il y a une véritable fièvre de l'or en ce moment ? Oui, il y a une véritable fièvre de l'or, d'autant plus que quand vous regardez un peu l'ensemble du territoire ivoirien, il faut dire aussi qu'au niveau de l'artisanat déjà, nous enregistrons beaucoup plus d'artisans miniers sur l'ensemble du territoire ivoirien qu'il y a 10 ans. Donc il y a véritablement une fièvre d'or et c'est ce qui a suscité aussi beaucoup plus de réactions. Nous allons y revenir. Alors, en tout cas, on n'entendait pas beaucoup parler de l'or, on entendait parler de l'or brun, le cacao, année après année. Aujourd'hui, Lanciné Bakayoko, on passe de cette économie basée sur l'agriculture à une autre économie basée peut-être sur les services, mais aussi sur les ressources minières. Est-ce que vous pensez que la donne en Côte d'Ivoire est en train de changer ? Oui, effectivement. Bon, c'est vrai que remplacer le cacao peut paraître un rêve un peu lointain. Mais il est clair que la Côte d'Ivoire s'est engagée dans une vraie politique de diversification de son économie par la transformation industrielle, mais aussi par la transformation au niveau du secteur minier. Mais je voudrais aussi expliquer que la bonne performance au niveau du secteur minier s'explique aussi par les récentes réformes qui ont été introduites dans le cadre de l'assainissement de l'environnement et des activités minières. Il y a aussi que le contrôle de l'activité minière a été renforcé, et de même que la lutte contre la fraude dans le secteur. Je pense que c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, l'activité minière, on observe un vrai boom au niveau de l'activité. L'environnement institutionnel s'est amélioré. Alors, quel est le regard que vous portez sur le potentiel aujourd'hui de la Côte d'Ivoire en matière minière ? Oui, le potentiel est là, puisque aujourd'hui, beaucoup de titres sont en train d'être octroyés par le gouvernement. Et au niveau du cadastre minier, nous avons beaucoup de secteurs aujourd'hui qui regorgent un peu du minerai. Et donc, nous pensons que la Côte d'Ivoire a vraiment de réelles chances. Et puis, il faut dire que la production est en constante augmentation. Oui.
On était à 24 tonnes en 2018, après on est passé à 32 tonnes en 2019, puis à 38,9 tonnes en 2020. Aujourd'hui, nous sommes à 41,8 tonnes et le pays envisage d'atteindre autour de 60 à 65 tonnes à l'horizon 2025. Ouais. Alors, ça nous donne l'occasion de poser la question justement aux producteurs ici présents. Zachary Bamba, dites-nous, est-ce que vous avez le sentiment que, je suppose que vous faites des recherches pour identifier, que le pays est aujourd'hui assis sur d'importants gisements d'or? Parlons de l'or. Parlons de l'or, il faut dire que déjà, il y a des recherches qui avaient été menées auparavant. Et tout à l'heure, on disait qu'effectivement, il y a le biribien qui est une couche très, très importante qui se partage avec la Guinée et le Ghana. Il faut dire aussi que la Côte d'Ivoire, en termes de concentration, renferme déjà 35 à 36% de ce biribien-là. Ouais. Donc, le potentiel est déjà là. C'est seulement une question d'organisation. Ouais. Et le pins Bamba que vous avez là, il est en or? Il est en or. Et il faut que la caméra montre, il y a un joli pins Bamba. Alors, c'est que de l'or. Hein? C'est de l'or. Voilà. C'est de l'or. Intéressant, c'est très motivant. Ouais. Il parlait du Birmian Green quelque chose. C'est quoi? Le Green Belt. C'est un Greenstone Belt. Exactement. Alors, qu'est-ce que c'est et est-ce que la Côte d'Ivoire fait partie de cette ceinture? En fait, il faut dire que la Côte d'Ivoire est un sandwich entre le Ghana, le Burkina et le Mali. Le premier producteur africain d'or, c'est l'Afrique du Sud. Deuxième producteur, le Ghana. Le troisième, le Mali. Et le quatrième, le Burkina. Et la Côte d'Ivoire au milieu. Donc on dit la géologie ne peut pas être ingrate. Et donc la Côte d'Ivoire, comme M. Bamba disait, a 35%, plus de 35% de cette ceinture géologique-là qui traverse son territoire. Et donc qui prouve qu'il y a un potentiel inexploré à ce jour. Et donc qui montre qu'il y a des réserves d'or qui n'ont pas encore été trouvées, on va dire. Donc ce sont les programmes d'exploration qui vont permettre de pouvoir trouver ces gisements-là et de pouvoir passer ensuite à l'exploitation. Laetitia Gadebekou, vous êtes directrice pays de Endeavour Mining, une entreprise canado-britannique qui possède justement le plus grand complexe minier du pays, le complexe d'Ity. Aujourd'hui, combien est-ce que cette mine rapporte chaque année? Nous, on estime environ 270 000 onces de production par année, c'est environ 8 tonnes d'or qui sont produits par le complexe minier d'Ity en 2021, qui ont été. Et les recettes fiscales, c'est autour de 10%, 15% de... alors, on estime environ 13 milliards de francs CFA de recettes fiscales en termes de royalties, d'impôts et de taxes qui ont été reversés à l'État. Pour votre groupe seulement? Exactement. Alors, on l'a vu dans le reportage tout à l'heure, hein, on a vu des travaux d'exploitation qui sont longs, qui sont coûteux. Il faut un permis pour exploiter. Alors, dans le cas de la mine d'Ity, ces travaux d'exploration ont duré combien de temps? Alors, il faut dire que la mine d'Ity est la plus ancienne mine de Côte d'Ivoire. C'est une mine qui a plus de 30 ans. Les travaux d'exploration ont duré environ 15 ans. Wow. Donc, la moyenne, en général, est de 10 ans pour des travaux d'exploration. Ça coûte extrêmement cher. L'exploration, s'il n'y a pas d'exploration, s'il n'y a pas de recherche, il n'y a pas de mine. C'est l'exploration qui permet de trouver des gisements et c'est l'exploration donc qui permet de créer des nouvelles mines. Et c'est l'exploration qui permet aussi de découvrir des gisements satellites dont je viens de parler. Ouais. Et donc, qui permettent de prolonger la durée de vie de la mine. Donc, la mine d'Ity a perduré parce que l'exploration a été menée en parallèle du programme d'exploitation. Et ça doit coûter de plus en plus cher, justement, puisque non seulement vous avez fait 15 ans avant de trouver de l'or, ensuite, parallèlement, vous continuez de rechercher. Ouais. Donc, ça peut coûter combien, par exemple, l'argent qui est investi, ne serait-ce que pour la recherche, sans avoir réussi à exploiter un seul gramme d'or? C'est important de signifier qu'il y a un gros risque dans l'industrie minière. Ça, c'est vraiment un challenge de notre secteur. Lorsqu'on vient avec des indices, où on vient avec quelques recherches préliminaires, on a un ratio de 1 pour 1000. On appelle ça des projets Greenfield. Lorsqu'on a des études qui ont été faites, un peu comme la SODEMI pourrait faire certaines études, on a un ratio de 1%. Donc, sur 100 projets, il y a un projet qui va aboutir à la construction d'une mine. Dans un cas Greenfield, sur 1000 projets, il y en a un qui va aboutir à la construction d'une mine. Alors, pour la mine d'Ity de 2013, parce qu'au départ, c'était une mine qui appartenait à l'État, de 2013 jusqu'à aujourd'hui, nous avons dépensé environ 150 millions de dollars. Donc, ça équivaut à environ 82 milliards de francs CFA. Mais c'est pourquoi ça? Pour rechercher, pour savoir s'il y a des gisements. Donc, il y a une probabilité qu'on ne trouve pas. Non, mais attendez, ça veut dire que vous pouvez mettre 80 milliards de recherche et puis ne rien trouver. Exactement. Et puis repartir. Exactement. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles les compagnies d'exploration qu'on appelle communément des juniors
sont cotés dans des bourses, donc sont listés à des bourses et donc vont chercher leurs fonds sur des bourses étrangères parce qu'une banque aura plus de difficultés à financer et il est beaucoup plus facile de ramener le risque à l'échelle d'une personne qu'à l'échelle d'une entité. L'exploration mène à la construction d'une mine et c'est la compagnie d'exploitation qui exploite et vend le minerai et qui a des recettes. Quand on écoute ça, Lansini Bakayoko, on se dit autant ne pas impliquer l'État directement dans cette activité. S'il faut chercher à 80 milliards pendant 15 ans et ne rien trouver. Mais c'est pour ça que les États, en général, et je veux parler de la Côte d'Ivoire, donnent le travail d'exploration à des sociétés privées. Parce que c'est ce que les anglo-saxons appellent venture. C'est-à-dire que c'est de véritables aventures au niveau de la recherche minière et même au niveau de la recherche au niveau des hydrocarbures. Parce que la possibilité de retrouver du minerai ou bien des hydrocarbures est très, 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 très faible. Ouais. Et donc, pour nos pays qui n'ont pas suffisamment de ressources, s'ils doivent injecter une partie du budget dans la recherche, c'est-à-dire dans l'exploration, ça fait un énorme manque à gagner. Si d'aventure il n'y a pas de découverte, vous voyez ce que ça peut faire comme gap dans le budget. Laetitia ne vous l'a pas dit, mais je veux dire, en 2020, la mine d'Iti a généré, Endeavour a généré 194 milliards de francs CFA. Alors, c'est Iti ou c'est parce que... Iti, Endeavour. Iti et Tongon, 290 milliards de francs CFA et la troisième mine Agbaou a généré 105 milliards de francs CFA. Alors, vous confirmez vos chiffres, hein? Oui, bien sûr. C'est public, hein? Bon. C'est public. Alors, concrètement, dites-nous, Monsieur Bamba, est-ce que, parce qu'on a vu que le secteur est quand même dominé par des grands acteurs mondiaux, est-ce que vous pensez qu'en Côte d'Ivoire, on a des expertises nécessaires, 1, pour l'exploration, 2, pour exploiter des mines industrielles aujourd'hui? Il faut dire que les expertises au plan national, je ne suis pas très sûr parce qu'éventuellement, il y a des opérateurs ivoiriens qui s'intéressent beaucoup plus aux mines industrielles, en fait, qui sont beaucoup plus impliqués aujourd'hui. Il fallait aussi faire la promotion réellement des opérateurs miniers ivoiriens qui, éventuellement, se sont aventuriers à s'y engager. Et donc, aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'industriels ivoiriens qui y sont déjà. Très bien. Alors, il y a une redevance quand même qu'il faut payer pour le permis. Oui. Bon. Est-ce que cette redevance est chère par rapport au coût de l'exploration, concrètement, en matière d'échelle? En fait, il y a plusieurs. Il y a des royalties, il y a des taxes qui sont reversées. Et je vous avoue, il ne nous appartient pas, en tout cas nous, en tant que compagnie minière, de juger du fait que ce soit cher ou pas. Ce que je peux dire, c'est que dans le cadre des permis d'exploitation, nous négocions des conventions minières avec l'État de Côte d'Ivoire, avec des commissions interministérielles qui sont représentées, où tous les ministères, on va dire, concernés sont représentés, donc les ministères en charge du budget, de la finance, les régies financières, douanes, impôts, etc. Et ces conventions minières ont pour objectif de stabiliser le régime fiscal. Et c'est vraiment au bénéfice de toutes les parties. Donc c'est gagnant-gagnant. L'État y gagne, la compagnie y gagne. On a compris avec vous, Laetitia Gadegbekou, que le nouveau code des investissements est quand même attractif. Le code minier est attractif, ne serait-ce que pour les grands groupes internationaux et pour les locaux. Zakari Bamba, est-ce que le code vous donne des pistes pour améliorer votre productivité, en tout cas vos affaires? Il faut dire qu'à la terme déjà de ce code-là, en 2014, à l'adoption, c'était nécessaire de revoir un peu le code de 1996, qui était un code un peu dépassé, et il fallait apporter des innovations. Et ces innovations qui ont été apportées, je pense bien que ça prend en compte un peu les préoccupations, mais à l'exercice même de la pratique, on s'est rendu compte encore qu'il y a des failles encore qu'il va falloir regarder. Mais en tout cas, vous parlez avec l'État. Voilà, il faut parler avec l'État, il faut essayer de revoir un peu certains aspects. Je comprends pourquoi vous avez créé un syndicat. Oui, non, c'est le syndicat de pas peut-être dans ce sens en tant que tel. Effectivement, c'est une orientation quand même de l'État pour voir un peu réellement pour qui ces codes sont faits. Est-ce que réellement ça répond à leur satisfaction? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. 41,8 tonnes par an, donc là, en tout cas, selon les derniers chiffres. Quelle est la proportion des prix des mines artisanales? Il faut dire qu'aujourd'hui, d'abord, au début de l'analyse même réelle de la production sur les petites mines, au départ, il n'y avait vraiment même pas de déclaration en tant que telle. Parce que c'était une nouvelle situation quand même que la Côte d'Ivoire s'est engagée à pouvoir essayer de vulgariser.
Et sur la base des déclarations existantes. Sur la base des déclarations existantes. Aujourd'hui, comme il faut le dire, nous sommes à 266 kg d'or pour quelques mines qui fonctionnent en termes de production semi-industrielle et artisanale. L'ancien membre voulait réagir, mais on va passer au second sujet. On reviendra, de toute façon, c'est le même sujet. Nous l'avons vu, le secteur aurifère est en pleine croissance dans le pays. Nous vous proposons à présent de découvrir le quotidien d'une mine d'or industrielle. Nos reporters ont eu accès en exclusivité au complexe minier de Bonikro-Iré, dans la région de Tomodi, au centre de la Côte d'Ivoire. Ces mines en exploitation depuis 2007 sont détenues par une multinationale australienne, Allied Gold. Elles produisent 100 000 onces d'or, soit 2,8 tonnes par an. Je vous invite à découvrir ce reportage dans le quotidien d'une mine d'or, un reportage de Yao Sansan, Gisèle Mendonça et Niki Kwame. Des images spectaculaires. À 200 km d'Abidjan, la mine d'or d'Iré. 200 mètres de profondeur, une superficie de 195 km², avec 1200 personnes sur site, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Dans cette région, 2 mines sont en exploitation depuis 2007, celle de Iré et de Bonikro. À l'époque, c'est le groupe australien Newcrest Mining Limited qui les exploite après avoir dépensé 47 millions de dollars pour l'exploration. En 2019, les mines sont rachetées par une nouvelle compagnie minière d'origine australienne, Allied Gold Corp. Le nouvel acquéreur a investi plus de 100 millions de dollars pour étendre la durée de vie de ces mines à 10 ans. Entre la récupération des minerais dans des fosses géantes et l'extraction industrielle de l'or en usine, l'exploitation minière est pleine de challenges. Bienvenue dans le quotidien hors du commun d'une mine d'or. Ce matin, réunion pour ces ouvriers, en charge de travailler sur la mine. De notre côté, nous devons trouver un moyen pour que la quantité que nous allons ressortir soit bonne. Le chef d'équipe donne le top départ de ces camions géants. Vous pouvez démarrer maintenant, merci les gars. Taille des pneus 2,50 m, coût 7 millions de francs CFA l'unité. S'ils sont aussi imposants, c'est parce qu'ils vont réaliser des travaux titanesques sur la mine, un site difficile d'accès qui n'a aucun secret pour Michel Gnagnon, chef de planification de la mine. Pour ce qui est de ce site de Iré, le permis d'exploitation couvre une superficie de 195 km². La fosse que vous voyez juste derrière moi a actuellement une profondeur de 170 mètres et avec les travaux d'extension, on prévoit aller à une profondeur de 220 mètres par là. Les mines d'or en activité en Côte d'Ivoire actuellement sont, on va dire, au nombre de 6. Et on peut dire que celle de Bonikro de Iré a une place prépondérante. Le principal travail à réaliser dans une mine d'or, c'est creuser la terre sur plusieurs niveaux pour trouver des minerais susceptibles de contenir de l'or. C'est le travail de ces machines et de ces dizaines de travailleurs. S'il faut creuser, il ne faut pas le faire n'importe comment. Il faut dimensionner la fosse d'une certaine façon, de sorte que non seulement les personnes, mais aussi les équipements puissent y rentrer et travailler en toute sécurité. Raison pour laquelle vous pouvez voir que la fosse a une certaine forme, en forme de cuvette, mais qui respecte certains paramètres géotechniques, c'est-à-dire des paramètres qui peuvent permettre à la roche d'être toujours stable, de sorte qu'on puisse travailler en toute sécurité. Nous sommes dans la fosse, à près de 200 mètres de profondeur. 80 000 tonnes de roches sont sorties par ces camions chaque jour. Sur 13 chargements, seulement un seul serait susceptible de contenir du minerai dans lequel de l'or pourrait être extrait. Le reste, appelé roche stérile, est rejeté. Alors Charlie, comment tu vas? Et pour toujours creuser davantage, afin de maximiser les chances de trouver de l'or, il faut dynamiter. Une opération à haut risque qui se prépare maintenant. Finis cette ligne-là d'abord. Une fois que ça c'est fait, on va procéder à la prochaine ligne. Des explosifs sont introduits dans ces trous de 10 mètres forés dans la pierre. Au moment de l'explosion, le site est dégagé sur un rayon de 500 mètres. Les explosifs sont très dangereux, raison pour laquelle vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de barricades autour de ce périmètre où l'on utilise des explosifs. Creuser la roche,
englobe la plus grande partie des dépenses de la mine, estimée à 250 millions de francs CFA par jour. Plus haut, à 30 mètres au-dessous du niveau du sol, on ne dynamite plus pour casser des roches, mais on cherche toujours de l'or. Donc ici, comparativement à la roche dure, ici, cette excavatrice est en train d'excaver une roche dite friable. Voilà, donc il ne nécessite pas du dynamitage. Une fois sortis de terre, les tonnes de minerais sont transportées par ces camions, direction l'usine de Bonicro, à 16 km de là. C'est ici que l'or est extrait. Bonjour. Un travail, là encore, titanesque. Les minerais sont d'abord conduits dans ce premier broyeur, pour ensuite passer par un circuit de transformation. Le tout contrôlé depuis cette salle par ce métallurgiste. S'il y a des soucis, tu appelles ton superviseur ou bien tu m'appelles. Okay. D'accord. Bon, tout fonctionne bien. Ok, bon boulot à toi. Objectif, réduire les minerais en toute petite taille. Pour obtenir 1,2 g d'or, il faut traiter 1 tonne de minerais. Un rendement rendu possible uniquement par ces équipements de pointe importés. La Côte d'Ivoire est outillée pour exploiter l'or, seulement que l'industrie est nouvelle dans notre pays. Ça demande du temps pour qu'on ait l'expertise maîtrisée à 100%. Certaines machines ont l'air d'être sorties tout droit de films de science-fiction. La suite du process se passe dans ces tanks géants où les minerais broyés sont mélangés à des produits chimiques comme la chaux ou encore le cyanure. Une substance essentielle pour extraire l'or, également utilisée en électronique et pharmaceutique. Il faudrait 250 tonnes de cyanure en moyenne pour extraire 1 tonne d'or, mais ce n'est pas tout. Du charbon est également utilisé pour capter l'or présent dans le minerai. À l'image de la chenille qui se transforme en papillon, l'or avant d'être doré passe donc par de nombreuses étapes de transformation. Vous n'allez pas me croire, mais il y a de l'or dans ce charbon-là. Et c'est ce charbon-là qu'on va traiter dans la suite du processus de récupération. L'étape finale d'extraction se déroule dans une salle, appelée salle d'or. Pour des raisons de sécurité, elle est inaccessible aux caméras et même au personnel de la mine. Mais nous avons pu récupérer quelques images exclusives. Les lingots qui sortent d'ici sont des produits semi-finis avec une proportion d'or pur de 85% environ, mesurée dans ce laboratoire. Ils sont rachetés par des spécialistes de la purification des métaux qu'on appelle des affineurs. Ils donnent aux lingots d'or une pureté à 99,9% afin de les revendre à des banques centrales ou à des particuliers. Le prix de l'or fluctue en fonction de l'offre et de la demande. Il se situe autour de 1 100 000 francs CFA l'once. Allied Gold produit 100 000 onces d'or par an, équivalent à 2,8 tonnes. Cette production a permis au groupe Allied Gold de réaliser en 2020 un chiffre d'affaires de plus de 109 milliards de francs CFA sur les mines de Bonicro et de Iré. L'activité minière, une activité qui nécessite donc d'importants investissements, avec à la clé un chiffre d'affaires conséquent. Mais derrière chaque centime gagné sur cette mine d'or, des tonnes de déchets sont rejetés dans la nature. Des déchets qui requièrent d'importantes précautions. Voici le parc à résidus, une surface de 203 hectares, où sont envoyés les déchets produits par l'usine. Une obligation réglementaire pour tous les miniers. Un mélange d'eau, de terre et de produits chimiques. Pour extraire de l'or, nécessaire à la fabrication d'une bague, comptez 1 tonne de déchets rejetés. Des déchets potentiellement dangereux pour l'homme, mais aussi pour la faune et la flore. Comme dans toute mine, le parc à résidus est une zone à risque, puisque les effluents qui s'y trouvent peuvent contenir certains métaux, peuvent contenir du cyanure. Mais les mesures aussi sont prises pour contrôler cela. Ici déjà, c'est de voir que le déversement se fait de façon sécuritaire, qu'on n'a pas de risque de débordement pour que ce qui est déversé ici se retrouve au-delà du parc à résidus. On vient aussi contrôler si on n'a pas d'intrusion des animaux qui sont autour, qui viennent à l'intérieur à la recherche de l'eau, comme les oiseaux. Le parc à résidus d'une superficie de 203 hectares est conçu pour que l'eau rejetée soit réutilisée dans l'usine. Objectif, réduire l'usage des eaux naturelles. Car une mine consomme 214 000 litres d'eau en moyenne par heure.
Tous les 6 mois, le Centre national antipollution contrôle le dispositif mis en place par la société. C'est l'autre défi majeur pour la société minière, la cohabitation avec les populations riveraines. Village de Bonicro, c'est ici que la mine s'est installée en 2007. Conséquence, les habitants ont été déplacés et relogés à 3,5 km. Diakité Mori est en charge des relations avec les communautés. Ce jour-là, il rencontre la chefferie du village. Objectif, anticiper de potentiels conflits, car la mine doit s'étendre au-delà de son périmètre initial. Après des recherches d'exploration, d'expansion, on a découvert des gisements et donc on doit faire une expansion du pit de Bonicro. Il est donc opportun pour nous de vous donner l'information. Tous les impacts qu'on aura à créer qui seraient indésirables, on devrait donc trouver les moyens pour les mitiguer et faire en sorte que les impacts positifs soient maximisés pour que chaque partie profite de la présence de la mine. Ces conflits naissent souvent de désaccords sur les compensations versées aux villageois. De 2009 à mai 2021, ils ont reçu près de 7 milliards de francs CFA en guise de compensation. Pour évaluer ces montants, un nouvel arrêté a été signé, mais cet arrêté est parfois source de confusion. Maintenant, avec le nouvel arrêté, il est question pour les compagnies et les communautés d'aller avec les agents de l'administration, de faire les inventaires d'abord sur le terrain, de faire les évaluations par la suite. Et lorsqu'une personne n'est pas satisfaite du montant de sa compensation, la personne dit que la compagnie peut-être a fait un arrangement avec l'administration à leur dépens. Ce type de rencontre est destiné à régler ces incompréhensions et à chaque occasion, une requête revient sans cesse. L'emploi. La lueur que crée une mine, c'est d'abord l'emploi et la recherche, le partage des bénéfices. Et si les communautés n'arrivent pas à bénéficier des emplois, par exemple, non qualifiés, même si vous donnez 1000 emplois au niveau étatique, c'est positif pour l'État, mais au niveau de la communauté, vous aurez des embrouilles avec la communauté. La mine dit proposer en priorité des emplois aux communautés locales. Si le travail est un enjeu majeur, c'est parce que ces villageois ont perdu leur culture et leur source de revenus. Notre problème majeur, c'est qu'on n'a plus de jachères, on n'a plus de terrain même où avoir à manger. Vous voyez, aujourd'hui, demain vous allez venir nous trouver comme ça parce qu'on n'a plus rien à faire. Et quand c'est comme ça, même si tu as été dédommagé même à 1 milliard, si aujourd'hui tu dois dépenser, demain tu vas dépenser, l'argent ne peut rien faire. En compensation, les communautés réclament également des infrastructures sociales, un autre enjeu pour les sociétés minières. Conformément au code minier ivoirien, elles doivent investir 0,5% de leur chiffre d'affaires annuel dans des projets sociaux, soit plus de 2 milliards de francs CFA pour Relight Gold. Depuis qu'elle est installée, la société a financé plusieurs infrastructures dans la ville de Iré, comme cet hôpital que visite cet après-midi Diakité Mori. Bonjour monsieur, bonjour docteur. Oui monsieur, bonjour. Il est doté d'une maternité, d'un laboratoire et d'un bloc opératoire en attente d'être équipé. Ces projets sociaux et la promotion de l'emploi local ont permis dans une certaine mesure d'apaiser les tensions à Iré. Des tensions pouvant aller jusqu'au blocage des voies d'accès à la mine par les populations. À l'époque, au moins la moyenne c'était 34 blocages l'année, donc relativement 4 blocages par semaine, 4 ou 2 blocages par semaine. Et depuis, la mine a mis certains mécanismes en place, notamment le mécanisme des emplois, le mécanisme, en fait, la clarification, l'implication des personnes, des communautés dans la décision des projets et même dans leur implémentation. On a vraiment connu 3 années sans un seul blocage. Plus de blocage, mais pas un quotidien tranquille pour autant. Chers collègues, nous allons tout à l'heure partir en patrouille et je veux que vous soyez minutieux sur la ronde. Vous allez voir, observer et puis chercher à voir si les orpailleurs ne se cachent pas. Ce jour-là, cette patrouille de sécurité débute une ronde autour de la mine. Objectif, dénicher d'éventuels orpailleurs clandestins à la recherche de minerais. Patrouille mobile, puis pédestre, chaque recoin est passé au peigne fin. Quand on les voit, d'autres fuient pour laisser leur colis. Par contre, d'autres, ils peuvent nous menacer avec leurs pics. Les pics à la main, ils peuvent menacer les agents. Donc quand c'est comme ça, on replie et on encercle la zone.
On fait maintenant appel à la gendarmerie. En moyenne, cette patrouille enregistre une quinzaine d'intrusions par semaine. Des intrus réputés pour leur connaissance du minerai. Parmi les orpailleurs, il y a des gens qui s'y connaissent déjà. Ils ont déjà été orpailleurs dans d'autres lieux, dont ils viennent fouiner souvent dans nos vestes à stériles pour vérifier les cailloux, casser et partir avec quelques minerais qui représentent de fortune pour eux. Donc en ville, eux, ils vont aussi pour aller casser et traiter et revendre. Depuis que la gendarmerie aide à la traque de ces orpailleurs, les intrusions se sont réduites sans pour autant s'arrêter totalement. Preuve, s'il en fallait encore, que l'or ne cessera jamais d'être la source de toutes les convoitises. Retour sur ce plateau avec vous, Lansine Bakayoko. Déjà, quels sont vos sentiments? Qu'est-ce que ce reportage vous inspire? Oui, je vois à travers ce reportage les efforts que les sociétés minières et même le gouvernement essaient de faire, puisque aujourd'hui, les sociétés industrielles essaient de mettre des mécanismes qui rendent un peu l'activité un peu participative ou bien des actions sociales qui sont menées en faveur des populations riveraines. C'est vrai que ça ne suffit toujours pas. Et vous-même, vous avez vu ce villageois, enfin, c'est péjoratif, vous avez vu cet habitant qui a dit même si on lui donnait 1 milliard, ça ne serait jamais suffisant. Mais le gouvernement aussi a prévu d'autres mécanismes. Il s'agit des comités de développement locaux qui font des ponctions de 0,5% sur les bénéfices au niveau des sociétés industrielles qui sont reversés dans des projets sociaux en faveur des populations et via des écoles, via des centres de santé. Et donc, je pense que tout ça, ce sont des efforts, mais ces efforts ne viendront pas compenser la frustration que les populations ressentent quand elles ont perdu l'ensemble de leur patrimoine, je veux dire leur terre, leur culture. Un équilibre difficile à faire. Un équilibre difficile à faire, et donc c'est un véritable nœud gordien, c'est-à-dire, je veux dire, un travail cornélien auquel le gouvernement et les sociétés industrielles sont confrontés. Alors, on espère qu'on va y arriver. Une chose qui est marquante dans ce reportage, c'est quand même toute cette transparence. C'est clair, toutes les étapes. Merci en tout cas aux industriels qui nous ont ouvert leurs portes. Question pour vous, on a vu 200 mètres aujourd'hui sur la mine qu'on vient de voir dans le reportage de Bonikro-Iré, 200 mètres de profondeur, à peu près 195 km² de superficie, 1200 personnes qui travaillent tous les jours. Alors c'est quoi les chiffres pour votre complexe de Ity? Alors le complexe minier d'Ity, c'est environ 700 emplois directs et autant en emplois indirects avec les employés des sous-traitants. Ce qui est important de préciser, c'est 95% d'employés nationaux. Parce que ça, c'est vraiment un des éléments qu'on regarde et que la haute direction met un point d'honneur, c'est vraiment l'employabilité locale. Il y a beaucoup d'actions qui sont menées au bénéfice des communautés, mais ce n'est pas souvent perçu et connu de la population. Ouais. Donc, je suis vraiment heureuse que ce reportage ait mis en lumière, en tout cas partiellement, ce que vous faites. Petite question pour vous. Est-ce que vous aussi, vous investissez dans les communautés? Il faut dire que c'est la base fondamentale même de la délivrance des autorisations au niveau du secteur des petites mines. Parce que le ministère ne va jamais vous accorder une autorisation s'il n'y a pas un protocole d'accord. Et le reportage tout à l'heure que vous avez fait sur Dabakala, je pense bien que vers la fin du reportage, ils étaient déjà dans une école. Donc ici, les petites mines apportent beaucoup plus. Si en creusant à 15 mètres, ils trouvent de l'or, pourquoi vous êtes obligé d'aller jusqu'à parfois plus loin, 200 mètres? Est-ce qu'il y a plus d'or à mesure qu'on s'enfonce? Alors, je ne sais pas si c'est monsieur qui en parlait ou dans le reportage, mais il peut avoir de l'or, mais ce or-là, en fait, ça peut ne pas être rentable. Donc, il y a des questions de teneur, il y a des questions de taux de récupération. Il y a plusieurs facteurs, plusieurs éléments qui vont être pris en considération pour pouvoir exploiter une mine industrielle. Donc, oui, il peut y avoir de l'or. Souvent, il y a des gens qui m'appellent « Ah, ben, j'ai de l'or dans mon champ. » Non, ça peut ne pas être rentable d'un point de vue industriel pour l'exploiter. Donc, nous, on va vraiment c'est une mine industrielle, donc on a besoin de traiter beaucoup plus de quantité de minerais.
Et c'est vrai qu'à un moment donné, on peut extraire le minéral à la surface, mais on est obligé de creuser pour aller en extraire un peu plus profondément. Donc c'est la raison pour laquelle on y va. On a l'autorisation, on peut aller jusqu'à 120 mètres ou un peu plus, ce que les mines semi-artisanales ne peuvent pas faire. Parlons maintenant des conditions de travail, parce qu'on a vu tout à l'heure dans le reportage, les conditions sont quand même difficiles pour ce qu'on a vu. Les orpailleurs qui manipulent parfois les produits à même la main. Pourtant, les mines sont légales. Alors, comment on l'explique? On a envie de comprendre. Ben, il faut dire que le travail réellement de la mine artisanale reste un travail beaucoup plus manuel. Et comme vous avez vu dans le reportage, vous avez vu qu'il y a des broyeurs et tout ça. Et donc, quand on délivre une autorisation d'exploitation artisanale, ce n'est pas permis. Qu'effectivement, on a un système mécanique qui accompagne les artisans. Ben, force est de reconnaître aujourd'hui que l'exercice même de cette activité n'est pas traité en phase avec le code minier en tant que tel. C'est pour cette raison que la révision du code minier s'impose éventuellement parce que l'artisanat typique traditionnel n'est plus réalisable. Si nous voulons réellement atteindre le chiffre de 41 tonnes par chose. Par ailleurs, il faut aussi protéger les travailleurs. Les travailleurs et les conditions même de l'EPI, c'est-à-dire la sécurité au travail, tout ça, jusqu'à présent, nous ne sommes pas vraiment outillés pour pouvoir aller dans ce sens-là. Comment ça se fait chez vous? Vous avez regardé tout à l'heure, c'était quand même assez terrible. On voyait des populations qui travaillaient. Quel regard est-ce que vous portez et comment est-ce que, d'après vous, on pourrait aller à un autre niveau? Les conditions de travail. Non, mais en fait, c'est deux types de mines différentes. Donc, chaque mine vient avec ses codes, chaque système vient avec ses codes. Moi, je peux parler aujourd'hui pour les mines industrielles et principalement pour Endeavour. Donc, nous, on a des procédés totalement différents. Le procédé industriel, il est vraiment très sécuritaire, il est en circuit fermé, avec des contrôles très stricts et qui suit vraiment des normes qui sont éditées par l'État et souvent par des organismes internationaux comme le World Gold Council, dont on est membre, etc. Donc, je ne peux pas vraiment me prononcer sur les procédés qui sont... On aura l'occasion de voir ça plus en détail. Aujourd'hui, quels sont les objectifs fixés, d'après vous, Lansana Bakayoko, par l'État de Côte d'Ivoire? Dans quelle direction va-t-on? Quel est votre commentaire sur cette accélération? Oui, cette accélération, c'est à la mesure de l'ambition du gouvernement. C'est-à-dire que le potentiel existe et le gouvernement actionne tous les leviers pour permettre une meilleure attractivité au niveau du secteur minier. Et vous allez voir, la SODEMI, c'est vrai qu'elle était une société un peu en difficulté, est aujourd'hui en train d'être réactivée pour qu'elle puisse faire beaucoup plus de la recherche. Et puisque quand on fait de la recherche, plus on s'approche, on va dire, du filon, plus l'État gagne. Aujourd'hui, l'ambition de la Côte d'Ivoire, c'est vraiment de diversifier son secteur et d'avoir des mines beaucoup plus génératrices de revenus. Je m'appelle Stéphane Trifot, je ne vous pose pas la question. C'est quoi le processus? C'est dur, c'est difficile pour avoir justement la possibilité de me lancer? Mais il faut dire que dès que vous allez vous lancer, vous allez regretter parce qu'effectivement, c'est très compliqué. Les procédures sont très longues parce que quand vous allez regarder un peu dans votre reportage, vous devez vous référer un peu au cadastre. Je pense bien que le ministère des Mines devait être représenté pour expliquer un peu les dispositions pratiques. On a souhaité justement avoir le ministère, ça n'a pas été évident. Voilà, donc ici, nous, en tant qu'acteurs, en tant que groupe syndical, il faut dire que nous tirons toujours la sonnette d'alarme sur un peu des procédures d'obtention des autorisations. Laetitia Gadegbekou, directrice pays chez Endeavour, vice-présidente du GPMCI. Zachary Bamba, président du groupement des petites mines, et Lansana Bakayoko, journaliste et chef du service économie chez RTI1. Merci d'avoir été sur ce plateau. Merci à vous aussi d'avoir suivi ce numéro de Made in Africa. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet. N'oubliez pas, www.rti.ci ou sur l'application RTI Mobile. Vous pouvez aussi suivre nos activités sur les réseaux sociaux, Made in Africa pour Facebook et Made in Africa TV pour Instagram et Twitter. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, aux équipes de production d'Éléphant Africa. Merci aussi aux équipes de la RTI pour la réalisation. Je vous souhaite une excellente suite de programmes sur RTI1.